Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, merci d'être des nôtres et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. À la présentation, c'est toujours moi, Christian Perrin. Avec moi sur ce plateau, Jean-Paul Ebenga, Francis Mouketo et Benoît Youlou, tous du mouvement pour agir le MPA. Au centre de notre entretien, la situation des prisonniers politiques et d'opinion, mais aussi la crise socio-économique au Congo-Brazzaville qui semble être caractérisée par une grogne sociale qui se généralise. Bonjour Jean-Paul, bonjour Francis et bonjour Benoît. Bonjour Christian Perrin, heureux d'être invité une fois de plus pour vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau. Alors, vous représentez le mouvement MPA, Mouvement pour Agir, qui défend les idéaux politiques de Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous savons qu'évidemment, il a joué un rôle majeur lors de la conférence nationale souveraine en 1990, protégeant bien sûr les conférenciers. Nous savons également que cette conférence était la résultante de la grogne sociale qui avait gagné le pays. Alors, comment aurait-il agi aujourd'hui face à la dégradation de la situation socio-économique du Congo? Bien, merci Christian Perrin. Je crois que le Congo ne se retrouverait pas dans l'état socio-économique et particulièrement financier que nous constatons actuellement. Vous voyez, le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un compatriote qui s'est distingué dans sa rectitude, dans sa rigueur dans la gestion. Il s'est bien distingué en tant que chef d'état-major général. Il a été l'artisan de l'avènement de la démocratie dans notre pays et vous savez bien que la démocratie, c'est un partage de pouvoir. En tant que s'il était président, en tout cas, on devait avoir le système judiciaire qui fonctionnerait correctement avec tous les degrés de liberté d'exercice, le système sécuritaire également. Donc, cette question que l'on est en train de se poser actuellement, normalement, on n'allait même pas se la poser parce que le pays n'allait pas être géré comme nous le constatons actuellement, qui est dans un état de délabrement où on constate qu'il n'y a même pas de boussole, on ne sait pas exactement ce que l'on fait, où est-ce qu'on va, et donc chacun essaie de se distinguer malheureusement dans une pratique désordonnée de vol, de gabegie, de conclusion, et ce qui est lamentable, ce qui met notre pays actuellement dans une difficulté que vous venez de relever et que les Congolais relèvent tous. Congo, est-ce que vous pensez que s'il était encore libre et en fonction aujourd'hui, il aurait probablement appelé encore Denis Sassou Nguesso pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas stopper cette hémorragie? Ou alors il aurait probablement préparé l'armée pour mettre fin à ce désordre que vous décrivez. Monsieur Benoît Youlou. Alors, ce serait mal connaître le général. S'il était libre face à la conjoncture, qu'aurait-il fait? Vous savez, j'ai un principe tel que on mesure le caractère d'un homme à son comportement dans l'adversité et qu'un héros ne plie jamais, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Jean-Marie Michel Mokoko a su montrer qu'il était un homme digne, intègre, et qu'il défendait les valeurs de la démocratie, il défendait les valeurs d'éthique et de sa déontologie militaire, il reste un homme droit. Donc, face à la situation, face à la conjoncture actuelle, je crois qu'il se positionnerait par rapport au peuple. Il défendrait le peuple et à partir de ce moment-là, face aux dérives que nous sommes en train de connaître, il serait du côté du peuple pour défendre ces dérives et les arrêter net. Il a été courtisé pendant la conférence nationale souveraine pour essayer d'arrêter net justement ce processus. Et il a dit, je suis du côté du peuple, je défends. Et à partir de ce moment-là, il a su démontrer par ses capacités qu'il était un homme valeureux, digne, et son idéal, c'est celui que nous poursuivons. Donc, le général Mokoko est cet homme qui n'allait pas plier. Alors, Francis Mouketo, c'est vous le porte-parole. Tout à l'heure, j'ai dû confondre vos fonctions à celles de Jean-Paul Ebenga. Alors, que pensez-vous du mutisme, sinon du silence de toutes les institutions du Congo-Brazzaville face à la situation actuelle, une situation qui se dégrade davantage au niveau social, bien entendu, au Congo-Brazzaville? Merci Christian Perrin de votre question.
je voulais d'abord revenir sur Jean-Marie Michel Mokoko, puisque vous nous avez interpellé sur sa position, s'il était libre aujourd'hui, vu la situation catastrophique liée à la crise multidimensionnelle que le Congo connaît aujourd'hui. En 2016, il avait lancé un appel au peuple. Lui, Jean-Marie Michel Mokoko, le disait-il, face au désarroi et au désespoir de la jeunesse, contrainte au chômage. Vous voyez, déjà en 2016, il le disait, face à la paupérisation généralisée, sciemment entretenue par le même système qui est là, et qu'on a redonné 5 ans, soi-disant, face à l'humiliation de nos aînés contraints à la mendicité, au crépuscule de leur vue de dur labeur. Et on le voit, plusieurs mois d'arriérés de salaire non payés. Face à la dégradation constante de l'État, dans tous ses fondements, le disait-il. Et puis face à la fracture sociale. Là, vous pointez du doigt, Monsieur Christian Perrin, la fracture sociale. Cette fracture qui montre le Congo d'en haut et le Congo d'en bas. Le Congo d'en bas qui est aujourd'hui piétiné, bastonné, pour le seul motif de revendiquer son dû. Tout travail mérite un salaire. Est-ce que vous pouvez accepter, Monsieur Christian Perrin, que vous travaillez gratuitement pour un État qui vous êtes en faillite, gratuitement, sans salaire, et quand vous revendiquez votre salaire, et on vous bastonne jusqu'à causer la mort à certains manifestants? Non. Et face à toutes ces sollicitations pressantes que Jean-Marie Michel Mokoko, à l'époque conseiller du général Denis Sassou Nguesso, démissionne pour aller prêter main forte à son peuple. Et il a pris, justement, part aux élections de 2016. Ces élections l'ont conduit droit au trou. Et aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko est l'otage d'un système mafieux, d'un système crapuleux, d'un système qui ne peut rien changer au Congo. Alors, la date du 5 juin est une date assez historique, puisque le général Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis les années 63, je vous le dis, il a participé au putsch de 69, c'est la même personne qui est arrivée en 77, avec la mort de président Maria, ils mettent en place un comité militaire du parti. Il y a un coup d'État dans un coup d'État, puisque 2 ans après, le général Joachim Yombi Opango est renversé, et l'homme qu'on appelle l'homme du 5 février, donc le général Denis Sassou Nguesso, prend donc les rênes de ce pays jusqu'à l'avènement de la conférence nationale, donc du multipartisme, je veux dire du multi-ethnisme, puisque finalement, ces partis politiques ne sont que des partis ethniques, et à leur tête, généralement, il y a des héritiers, et ce sont des chefferies. Multi-ethnisme qui, aujourd'hui, entraîne le Congo dans des errements qui ne disent pas leur mot. Donc c'est très important de voir que, finalement, avec le discours de François Mitterrand à la Baule, avec l'intervention de Jean-Marie Michel Mokoko, qui lui désobéit à son chef, la conférence nationale a bien eu lieu, et ça a débouché à des élections libres où le général Denis Sassou Nguesso avait été battu à plate couture. Il traverse donc 5 ans de désert et revient au pouvoir par les armes, aidé par la France de Jacques Chirac et par un pays ami qui est l'Angola. Mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir, après avoir eu 5 ans de transition, après avoir mis en place des constitutions, après les avoir violées, pour avoir atteint le nombre maximum de mandats et même l'âge limite, après avoir tripatouillé, volé les élections, et aujourd'hui, en 2021, en mars 2021, le voilà encore organisé un simulacre d'élection que le MPA a qualifié de non-événement parce que le résultat avait déjà été connu d'avance. Jean-Marie Michel Mokoko, s'il était là, mais puisque dans son programme, il avait bien dit qu'il devait mettre en place des états généraux,
de la nation. Point de vue politique, il devait opérer une rupture irréversible avec les systèmes politiques anciens. Il devait instaurer une gestion des ressources humaines basée exclusivement sur la compétence et la méritocratie. Aujourd'hui, le Congo brille dans une médiocratie et vous voyez que le général Denis Sassou Nguesso n'a même plus de ressources humaines à placer dans des ministères, puisque c'est la même roue de la fortune qui revient. On ne peut même pas comprendre que ces ministres qui ont été déboutés de leur poste largués reviennent encore en tant que conseillers ou en tant que représentants personnels du chef d'État avec rang de ministre d'État. Mais vous vous rendez compte? Tous ces postes budgétivores, déjà on n'arrive pas à payer les salaires. Vous savez que les ministres gagnent des millions. Comment vont-ils faire pour baisser la charge de la dette publique qui aujourd'hui est très élevée? Donc voyez-vous que c'est le serpent qui se mord la queue. Nous arrivons là à du bis repetita. Il fait un coup d'État en 97. On est en 2021. 24 ans après, le Congo est toujours dans des crises sociopolitiques. Le Congo se mord la queue. L'histoire se répète, l'histoire bégaye et finalement on n'avance pas. La marche du développement, en fait, est une marche de sous-développement. Depuis son retour aux affaires par les armes, on le sait, en 1997, à aujourd'hui, la situation est plus qu'explosive, comme on l'a dit, la situation socio-économique. Quel est l'état de lieu que vous faites au niveau du MPA? Je sais que tous les Congolais le savent, mais c'est toujours bien de le rappeler. Quel état de lieu faites-vous au niveau socio-économique du Congo-Brazzaville? Mais écoutez, vous avez presque introduit l'idée depuis votre première question. L'état des lieux ne peut être différent de ce que vous avez déjà égratigné un tout petit peu. Tout s'est effondré dans notre pays. Toutes les valeurs n'ont plus de sens aujourd'hui. Les valeurs sociales, économiques, financières, sanitaires et autres. Il n'y a rien qui fonctionne comme il se doit dans notre pays. Est-ce qu'il faut aller dans une grande école pour le constater? Non, même le Congolais lambda lui-même a bien constaté que absolument rien ne tient la route actuellement dans notre pays. Et au niveau du MPA, nous l'avons relevé depuis très longtemps. Plus rien ne fonctionne comme il se doit et l'avenir est ténébreux avec l'équipe qui gère le Congo actuellement, avec le gouvernement qui gère le Congo actuellement. Et ceux qui m'ont précédé l'ont bien dit, vous l'avez relevé aussi. L'économie congolaise est en banqueroute actuellement. Vous l'avez bien exposé, que plus rien ne marche au Congo, tout est au rouge, tous les indicateurs sont au rouge. Mais quelle implication du mouvement pour agir afin de pousser l'exécutif à prêter quand même attention aux problèmes sociaux qui minent le Congo aujourd'hui? Comment vous vous y prenez? Merci, monsieur Christian Perrin. Attendez, je vais vous prendre un exemple. Vous savez, quand un sauteur en hauteur prend son élan, la barre est à 2 mètres, le sauteur en hauteur croit pouvoir passer par-dessus. Mais malheureusement pour lui, ses conditions physiques, athlétiques ne peuvent pas faire de telle sorte qu'il passe au-dessus de cette barre. C'est comme s'il avait un plafond de verre. Il voit quelque chose au-dessus de ce plafond, il croit l'atteindre et il ne pourra pas du tout. Et ceux qui dirigent le Congo actuellement, mais ils sont en train de regarder un plafond de verre. Ils ne peuvent plus atteindre d'autres hauteurs que celles qu'ils ont pu atteindre actuellement. Donc le MPA ne peut pas se positionner comme cette structure-là qui va leur apporter des conseils, parce qu'on sait qu'ils ont déjà atteint leurs limites. La meilleure des choses, c'est de pouvoir se dire, j'ai eu la charge à un certain moment, je l'ai exercée, et je sais que là, il y a d'autres exigences, autant mieux que je me retire, et je vais me retirer avec honneur. Ce n'est même plus nécessaire de chercher à conseiller à ce gouvernement, de lui dire il faut prendre telle directive ou telle direction, ou on va vous apporter ceci. Mais je crois qu'ils ont atteint le maximum de ce qu'ils pouvaient produire. C'est tout à fait normal, c'est dans le cadre même des aptitudes humaines. Il arrive à un certain moment, vous ne pouvez plus et vous ne pouvez plus.
Voilà. Donc, en ce moment, il vaut mieux que le MPA, sous la houlette du général Jean-Marie Michel Mokoko, prenne la direction du pays. Et là, les Congolais verront qu'il y aura autre chose qu'on pourra leur offrir, autre chose sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de l'éthique, sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire et autres. Voilà. Donc, le MPA ne va pas se substituer en un cabinet conseil par rapport à l'équipe qui conduit aux destinées du pays actuellement. Non, qu'ils laissent tomber avec honneur, on pourra les respecter, que d'amener le Congo vers des situations de troubles sociaux, de brutalité et de difficulté à pouvoir rattraper, à connaître du retard pour rien. Dans tous les cas, Monsieur Benoît Youlou, on ne va pas non plus laisser faire par ce gouvernement ou par ce régime, bon, parce qu'on n'est pas au pouvoir, bah, laisser-les faire jusqu'à la fin. Non, il ne s'agit pas de ça, de les laisser faire, mais bien entendu, on aurait bien souhaité apporter une solution, mais malheureusement, est-ce que ce pouvoir est disposé à écouter? Pour la simple raison, quand on essaie d'engager un processus de dialogue, on a vu ce que donne le dialogue dans ce pays. Là, il y a eu le dialogue d'Evo, Sibiti et tout ce qui s'ensuit. Tous ces dialogues ont accouché d'une souris. À partir de ce moment-là, le leader, M. Sassou, est un homme sourd. Il n'entend que ce qu'il veut entendre. Et à partir de ce moment-là, pourquoi chercher à dialoguer avec un homme comme celui-là? C'est une perte de temps. Monsieur a le courage, il est cupide parce qu'il n'entend que ce qu'il a envie d'entendre. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez initier? Et puis nous, en ce moment-là, il n'est pas question, justement, face à notre posture, d'élaguer, sinon d'apporter une solution face au mal. Bien au contraire, si on nous donnait la possibilité justement de mener le pays, de diriger le pays, en ce moment-là, nous avons un programme de société. Et ce n'est pas ici ni le lieu pour le développer, ni l'apporter, disons, à tout va. Nous savons ce que nous voulons. Nous avons un leader, nous avons un programme, et à partir de ce moment-là, chaque chose à son temps, le moment venu, on saura quoi faire. Et nous savons ce que nous voulons. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons pas de leçons à apporter à ce monsieur, puisque tout a été fait pour qu'il entende raison. Mais malheureusement, comme qui dirait, la nature nous semble bien injuste, il n'en fait qu'à sa tête. Et en dépit de bon sens, tout se fait, il va à volo, et nous vivons ce que nous vivons, c'est-à-dire le chaos indescriptible. Nous enfonçons davantage dans l'abîme. Et à partir de ce moment-là, que voulez-vous faire? Mais on n'entend pas le laisser faire. Justement, voilà pourquoi nous nous organisons en conséquence, de telle sorte que nous apportions un discours autre que celui tenu jusqu'à ce jour. Et voilà pourquoi nous rejoignons justement l'idéal du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui lui entend restaurer la République, qui lui entend restaurer la démocratie, mettre la justice au cœur de la cité, défendre les droits des citoyens. Et en homme intègre, nous savons qu'avec lui, tout pourra aller et nous avons espoir. Francis Moketo, oui, Denis Sassou Nguesso et son régime n'écoutent personne, c'est ce que j'ai semblé comprendre par les interventions précédentes. Mais est-ce pour autant on va s'arrêter à faire des propositions, puisque pour l'instant Jean-Marie Michel Mokoko est en prison, il faut qu'il sorte de là, et je crois que c'est le combat que vous êtes en train de mener, mais dans tous les cas, il faut des propositions. Comment faire pour qu'il sorte de là, et après, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le Congo? Est-ce que vous êtes vous aussi d'avis de dire, bah, écoutez, comme il n'entend rien, bah, on laisse faire? Écoutez, si il y a une majorité au pouvoir, c'est qu'il y a une opposition au pouvoir. Mais par contre, il faut faire le distinguo entre l'opposition du pouvoir, l'opposition choisie du pouvoir, et l'opposition radicale à ce pouvoir. Vous êtes de quelle opposition exactement? Bah, écoutez, radicale ou de l'autre? Monsieur Christian Perrin, devinez, si notre leader est dans les griffes d'une satrapie, vous devinez que finalement, si il est au secret, s'il est arrêté, embastillé arbitrairement, ben c'est parce que quelque part, ce pouvoir a peur de sortir cette éminente personnalité, l'homme du devoir, le Moïse congolais. C'est parce que vous avez un technocrate qui est là, dont le pouvoir d'État est séquestré à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et bien entendu, nous ne pouvons pas être dans la majorité présidentielle, vous le consentez, monsieur Christian Perrin. Donc moi, je pense que vous deviez répondre à cette question vous-même. J'ose dire que le général Denis Sassou Nguesso est un homme du
passé et un homme du passif. Un marchand d'illusions, celui qui passe son temps à la manipulation et à la désinformation de son peuple. Et à ce titre-là, il se berce même d'illusions envers l'Occident. Vous imaginez le camouflet qu'il avait pris en essayant de nommer à la tête de l'OIF Henri Lopez. Et d'ailleurs, il avait été nommé plutôt un non francophone. Voyez-vous? Et c'est celui-là qui veut servir de médiateur alors qu'il viole constamment les constitutions, il fait constamment des hold-up dans son pays, eh ben, il est souvent au devant de la scène internationale à saupoudrer des millions de francs CFA pour la corruption. Voyez-vous, il est aujourd'hui le président en exercice de la CEMAC. Il veut aller jouer les médiateurs dans la crise tchado-centrafricaine. Alors, donc, voyez-vous, non, je répète que c'est un homme du passé. En 37 ans de règne sans partage, il n'a rien changé au Congo. Et bien entendu, ce ne sera pas les 5 années supplémentaires qu'il aura pris dans un vote fleuve. Vous voyez, les résultats, c'est des résultats à la soviétique, 88% de votants pour lui. On n'a pas vu l'engouement de ces élections à l'intérieur du pays. Et c'est pour vous dire, Monsieur Christian Perrin, nous sommes dans l'opposition radicale au général Denis Sassou Nguesso et à l'administration PCT qui aujourd'hui est dos au mur, les crises sociales. Et d'ailleurs, leur nouveau Premier ministre aujourd'hui a du pain sur la planche. Les hôpitaux sont dans des piteux états, ils n'ont pas des salaires et bien entendu, tout cela ne fait qu'empirer le Congo dans la marche vers le sous-développement. Jean-Pierre Ebenga, avant les élections, ou sinon avant l'élection présidentielle de mars dernier, mars 2021, vous étiez parmi ceux qui croyaient en un dialogue national inclusif. Vous appelez, comme les autres, à un dialogue national inclusif. Il faut dire que nous croyons au fait qu'un être humain est perfectible. Un être humain finit toujours par comprendre un certain nombre de notions. Si nous avions appelé au dialogue national inclusif, c'est parce que nous sommes, vous voyez, à l'image de notre leader, des non-violents. Nous croyons que les Congolais peuvent s'entendre, peuvent se rapprocher, les Congolais ont des sachants, les Congolais... dans un dialogue, ils pourront bien définir les contours de ce dialogue pour que l'on s'écoute et qu'on le construise ensemble notre pays. Mais malheureusement, le rapport de force n'est pas en notre faveur. Est-ce qu'il faut toujours espérer qu'il y ait un dialogue dans ce pays? Oui, pourquoi pas? On est des êtres humains, oui. Mais nous savons qu'en ce moment, ce n'est pas évident parce qu'il y a cette espèce de chape-là posée par ceux qui ne veulent pas du tout comprendre ce que c'est que gérer le pays dans la paix, gérer le pays dans le calme. Et je dis que c'est très malheureux pour eux. C'est très malheureux pour eux parce que s'ils persistent dans cette surdité, mais qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, par exemple, un soulèvement du peuple. Le peuple s'élèvera. Parce que les problèmes sont là, persévérants, persistants, qui font que les Congolais ne mangent plus à leur faim, qui font que les Congolais ne perçoivent plus leur salaire régulièrement, qui font que les retraités ne touchent plus leur pension et autres. Donc, vous voyez, c'est vrai, nous avons appelé de tout neveu qu'il y ait un dialogue national. Nous continuons toujours à l'appeler, mais en même temps, nous sommes des Congolais. Nous savons que s'il y a une première solution qui n'est pas acceptée ou reconnue par d'autres, c'est sûr qu'il y aura d'autres solutions que nous proposerons. Mais on n'est pas toujours obligé de tout étaler sur un plateau de télévision. Mais nous disons qu'il faut toujours que l'on fasse très attention. Nous sommes des pacifistes. Nous ne voulons pas que dans la gestion de notre pays que nous arrivons à des postures difficilement gérables. Mais si on est obligé de passer par là, ben, le MPA constatera tout simplement. Parce qu'après tout, face au désarroi, que fera un peuple?
Parce que c'est un peuple qui est consciencieux, hein, qui sait très bien ce qui se passe. Il ne faut pas croire que le peuple attend toujours qu'il y ait des leaders politiques qui viennent leur dire de faire ci ou de faire ça. Non. Chaque Congolais est un leader politique. Vous voyez? Vous disiez que s'il faut en arriver là, bien entendu, au soulèvement populaire, vous avez dit le MPA constatera. En fait, ma question, c'est de savoir, en fait, quelle alternative. On va revenir un peu sur la situation socio-économique. Est-ce que c'est par la même démarche, il faut un soulèvement populaire pour tout remettre à zéro et puis redémarrer, ou bien il y a une autre alternative? Les alternatives qui amènent des changements dans un pays, on ne vous dit pas toujours qu'il y a une meilleure alternative. Ce qui est intéressant, c'est l'après-changement. L'alternative qui s'est imposée, parce que même les coups d'État, parfois, il y a des coups d'État qui sont les bienvenus. Mais ils ne peuvent être bienvenus qu'après coup. Après qu'on ait constaté que le coup d'État a été fait et qu'il y a le bien-être qui est arrivé. Donc, ce n'est pas tant l'alternative. On ne débat pas sur l'alternative. On débat sur le fait de savoir est-ce qu'il y aura le bien-être après cette alternative qui pourra arriver à la suite d'un soulèvement populaire, qui pourra arriver peut-être même à la suite d'un coup d'État, qui pourra arriver par une mort naturelle de ceux qui gèrent la direction d'un pays. Voilà. Monsieur Benoît Youlou, quelle serait donc la meilleure alternative selon vous? Mais arriver évidemment à changer les choses, bien entendu. Je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, quand on dénie à un homme le droit de vivre dignement, quand on demande à un homme de se priver de tout, et ceci, le fusil à la tempe, il n'a pas d'autre choix que de se mettre hors la loi. Et on devient hors la loi. Quand le peuple devient hors la loi, c'est qu'il remet en cause, en question tout l'existant. Et actuellement, demander au peuple congolais de revendiquer ses droits devient un processus, pour ne pas dire naturel, sinon normal. On n'a pas d'autre choix, on n'a plus d'autre alternative. Tout a été fait, tout a été conçu, toutes les démarches ont été engagées de telle sorte qu'on arrive à un dialogue, un processus normal. Même les ennemis les plus redoutables, on a vu la France et l'Allemagne, à la sortie de la guerre, ils sont réconciliés aujourd'hui, ils sont le tandem même de l'Europe. Mais combien de fois le petit pays comme le Congo, mais lui, il n'entend pas raison. Il s'obstine et se braque. Et à partir de ce moment-là, nous, on n'a pas d'autre solution que d'éveiller la conscience des Congolais. Et ils peuvent compter sur nous. Parce que nous en avons des moyens et nous avons un dirigeant. À partir de ce moment-là, il faut nécessairement que le peuple prenne ses responsabilités. Et j'en attire l'attention justement de la jeunesse. Justement, parce qu'on dit chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. C'est François Fanon qui le dit. Mais à partir de ce moment-là, justement, la mission qui incombe au MPA, c'est de remplir cette mission-là. Et cette mission, nous devons l'assumer. Et à partir de ce moment-là, on attire l'attention de la jeunesse, en éveillant leur conscience de telle sorte qu'ils se remettent en question, qu'ils prennent leur destin en main. Francis Moketo, la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Est-ce pour autant dire que ce énième mandat est un mandat de trop pour Denis Sassou Nguesso? Écoutez, un journaliste lui a posé cette question. Je pense qu'il a botté en touche cette question. Et très souvent, ils disent, mais écoutez, Angela Merkel a fait combien d'années au trône? Mais en tout cas, quand Angela Merkel est partie, c'était des applaudissements populaires dans son pays. Je voulais juste revenir sur le fait que le Congo est une cocotte minute, mais pas du fait du MPA, mais du fait de la mauvaise gestion de ce pouvoir en place. Il faut que les gens sachent que la crise multidimensionnelle, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui, et d'ailleurs quand vous allez voir même l'évolution de la dette publique ne date pas d'aujourd'hui, celle que le FMI met en exergue pour ne pas leur donner des aides financières. Ça date de très longtemps et cette mauvaise gestion n'est pas d'aujourd'hui. Les 48 mesures dont le FMI leur a signé pour redresser l'économie congolaise, ils les ont pas respectées. Donc il faut savoir que le Congo est en banqueroute et cette république traverse l'une des crises économiques les plus graves jamais vues dans cet État. Ils ne peuvent plus faire face aux arriérés des retraités, aux salaires des fonctionnaires, aux bourses des étudiants, qui ne perçoivent plus ni pension, ni salaire, et tout cela dans une cacophonie totale. Voyez-vous que la cocotte minute bout, puisque partout il y a des grèves. Le chômage de masse reste un problème à résoudre, puisqu'environ
entre 40 et 60% de la population active est âgée de 15 à 24 ans sont sans emploi. Le désœuvrement de la jeunesse instruite et diplômée. Vous savez que le Congo a fabriqué beaucoup de diplômés qui deviennent alcoolisés, endoctrinés. Certains deviennent des bébés noirs. Vous voyez, des nouveaux phénomènes comme ça qui sortent aux yeux. Et en gros, l'école de la République qui devait donner des valeurs, qui devait enseigner la morale, eh bien, on retrouve une espèce de jeunesse sans repère. Mais ce n'est qu'une étape d'une politique conçue pour maintenir le pouvoir clanique, ethnique de Brazzaville. Cette famille-État, suivant un modus operandi très clair, le peuple est floué au grand jour dans une propagande politicienne bien rodée avec effectivement des peccadilles éphémères, et c'est le règne de l'escroquerie politique. Alors, qui avalise le mépris, l'enrichissement personnel, sans pudeur, le Congo a basculé dans la malgouvernance. Et les travers de tout type, le pillage des deniers publics, les antivaleurs, le dépotisme, et tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, mais à un certain moment, ce peuple-là ne doit pas accepter 3 ans d'arriéré de salaire, 4 ans d'arriéré de salaire. Tout travail mérite salaire. À partir du moment où la ligne rouge sera franchie, eh ben, vous devez imaginer ce qui s'est passé. Eh ben, je vais vous citer des pays. Ben, regardez juste au Mali, c'est récent, au Burkina Faso, en Algérie, un peu partout. Une dictature ne peut pas résister à la colère d'un peuple. Il nous échoit de tirer les sonnettes d'alarme à ce pouvoir. S'il n'arrive plus, ben, qu'il le donne à d'autres Congolais qui ont les compétences pour pouvoir gérer ce pays et amener à bon port les destinées de ce pays. Pas amener ce pays vers la marche au sous-développement. Jean-Paul Ebenga, je reviens vers vous. Alors cette fois-ci, venons à la situation du général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même. Je suis tenté de savoir quelles sont les dernières et récentes informations que vous avez de lui. Comment se porte-t-il? Vous voyez bien que je ne peux vous dire que ce que tout le monde sait. Le général Jean-Marie Michel Mokoko réside en ce moment dans une salle de l'hôpital de la garnison de Brazzaville. Et c'est son domicile actuel. Mais pour le pouvoir, c'est un malade en convalescence pendant 8 mois. C'est ce que nous constatons tous. C'est vrai, il était malade, c'est vrai, tout le monde le sait. Il est en convalescence, mais une convalescence qui dure pendant près de 8 mois. On le constate. Peut-être pour la réanimation, on ne sait jamais. Ça peut entrer dans le cadre. Bon, il a dû souffrir d'une maladie gravissime, c'est possible, mais on se pose tous des questions. Le MPA sait qu'il est là, il est vivant, il est dans un endroit que je viens de vous indiquer, à l'hôpital militaire de Brazzaville. En septembre 2019, Paris disait attendre, quand je dis Paris, par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, disait attendre donc les actes de la part de Denis Sassou Nguesso, faisant allusion bien entendu à la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko, incarcéré depuis mi-2016, comme le savent d'ailleurs tous les Congolais, et condamné aujourd'hui à 20 ans de prison. Qu'en est-il de cette attente à ce jour? Oui, mais je sais que vous voulez dire quelque part au niveau de monsieur Denis Sassou qui est président au Congo actuellement, puisqu'après tout, officiellement, les choses se présentent de cette façon, que ce dernier a reçu quand même un certain nombre de rappels ou de pressions, et que malheureusement, tout ceci n'est pas suivi d'effet. Est-ce que c'est un individu qui ne comprend pas la gravité dans laquelle il plonge le pays? Est-ce que c'est une fuite en avant parce que pour lui, il était capable de regarder ce qu'il fait et qui est anachronique par rapport à une gestion socio-économique efficiente d'un pays? Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir? Parce que pour lui, c'est plus le pouvoir qui l'intéresse et non les destinées d'un pays qu'il faut conduire de telle sorte que tout le monde retrouve le bien-être. On voit bien que
ce monsieur et son équipe, ceux qui acceptent l'accompagner, ne comprennent rien quant à la gestion d'un pays, notamment un pays du tiers-monde, un pays d'Afrique. C'est très difficile que l'on arrive à comprendre un tel individu au point où on est amené à demander aux Congolais de savoir prendre leurs responsabilités, parce qu'après tout, on n'est pas là tout simplement en train de constater, ou encore moins de se lamenter, mais il faut reconnaître que quelque part, peut-être, chacun de nous ne comprend pas toujours un problème de la même manière que l'autre. Et visiblement, nous avons affaire à une frange de compatriotes avec à leur tête M. Denis Sassou Nguesso qui sont carrément à côté de ce qui est nécessaire pour la gestion d'un pays. Oui, Bernard Youlou, je viens à vous. Avant septembre 2019, bien avant, donc avant la France, il y a bien sûr l'ONU qui plaidait également à la libération de Jean-Marie Michel Mokoko, après avoir constaté bien sûr qu'il était incarcéré arbitrairement. Mais jusqu'à aujourd'hui, finalement, le régime de Brazzaville s'entête à faire fi. Que craindrait exactement le pouvoir de Brazzaville? Mais vous savez, Jean-Marie Michel Mokoko. La sourde oreille n'est pas un fait du hasard. Ô combien il l'aurait souhaité, mais il a assis le peu. Vous savez pourquoi? C'est une démarche logique. Compte tenu de l'imbroglio, compte tenu de tout le mal qu'il a occasionné dans le pays, monsieur ne peut pas accepter une voie normale. Et à partir de ce moment-là, nous assistons justement à une tragédie. Parce qu'il ne peut pas se départir du mal qu'il a fait et accepter de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce serait créer, disons, scier la branche sur laquelle il est assis. Voilà pourquoi, justement, ce pouvoir despotique, dans le but visé, consiste à transformer la République monarchique et nous impose une utopie en la création d'une dynastie avec dévolution du pouvoir de père en fils. C'est cette démarche-là, justement. Il se dit, si le général Jean-Marie Michel Mokoko est libéré, son pouvoir sera en difficulté. Et comme il a une utopie qui veut nous faire avaler, il entend placer son fils demain. Parce que lui, il entend se prémunir des éventuelles poursuites qui pourront demain le poursuivre. Et d'ailleurs, vous entendez bien, monsieur a pris toutes les dispositions de telle sorte que dans son article 96 de la Constitution, qui dit ceci, si mes souvenirs sont bons, aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut être exercée contre le président de la République. Après la cessation de ses fonctions, la violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Vous conviendrez avec moi que le monsieur a peur. Il a embarqué le pays dans une situation calamiteuse, dans le chaos, une voie sans issue. Et à partir de ce moment-là, c'est, pour ne pas dire que c'est une situation qui apparaît fondée à son sens, de se prémunir de tout ce qu'il attend au tournant. Et voilà pourquoi, vous conviendrez avec moi, que récemment, avec la nomination de son fils, c'est une disposition qui consiste justement à le préparer de telle sorte que monsieur son fils devient le parapluie, sinon le paratonnerre qui le mettrait lui à l'abri. Parce qu'il sait que le général Jean-Marie Michel Mokoko est un adversaire redoutable. Il sait que le général Jean-Marie Michel Mokoko est attendu par le peuple pour la simple raison, lors de la campagne de 2016, les gens criaient Moïse. Moïse, vous savez ce que ça veut dire? Sauver les eaux. Non seulement il a été sauvé des eaux, mais c'est celui qui a sorti le peuple d'Israël de sa captivité. Et à partir de ce moment-là, le peuple congolais s'est tourné vers le général Jean-Marie Michel Mokoko pour le sortir dans cette situation dramatique que nous vivons, que le général Jean-Marie Michel Mokoko n'entend pas accepter. Denis Sassou Nguesso ne veut pas entendre à raison, c'est ce que j'ai semblé à comprendre. C'est vrai que nous n'avons pas d'institution de sondage crédible au Congo-Brazzaville, mais dans le commun des Congolais, tout le monde est d'accord de dire que le général Jean-Marie Michel Mokoko est parmi ces personnalités politiques capables de rassembler du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que, une fois au pouvoir, va-t-il venger? Et peut-être que c'est ce que Denis Sassou Nguesso attend savoir, cette assurance de lui dire que si jamais il quittait le pouvoir, on peut le protéger, et puis une fois cette assurance donnée, probablement qu'il pourra démissionner. Est-ce que Jean-Marie Michel est de nature à venger un jour, si jamais il est dehors? Il avait annoncé d'ailleurs en 2016
que s'il était élu, il devait signer donc un nouveau pacte républicain avec les Congolais, et il devait le faire dans un triptyque apaisé, rassuré et rassemblé. C'est pas quelqu'un, c'est pas un va-t-en-guerre. D'ailleurs, vous avez vous-même rappelé qu'en 90, il avait joué un rôle dans l'amorce de la petite démocratie congolaise. Non. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un homme de valeur. Et d'ailleurs, il ne veut pas monnayer sa sortie à une négociation quelconque. Il veut que son honneur soit lavé. Vous avez dit tout à l'heure que l'ONU, par une décision, vous savez que le groupe de travail qui est onusien, il est attaché au commissariat aux droits de l'homme en Suisse. Et c'est d'ailleurs en Suisse que les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko avaient introduit à cette époque-là une requête pour que ce groupe puisse examiner les conditions de détention de Jean-Marie Michel Mokoko et puis bien entendu toute la procédure qui était autour de ce dossier qui était finalement creux. Vous avez vu qu'à la fin de ce procès, le général Jean-Marie Michel Mokoko a demandé à ses avocats de ne pas plaider parce que pour lui, c'est un règlement de compte politique maquillé en procédure judiciaire. Voyez-vous? Et c'était un procès stalinien, bâclé, avec des chefs d'accusation qui sont semblables à tout le monde. Voyez-vous? Que ce soit André Komis-Elissa, c'est les mêmes choses. Que ce soit Norbert Dabira, c'est les mêmes choses. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État, détention illégale d'armes. Voyez-vous, ce sont des gens qui, la nuit, vont déposer des armes au domicile des opposants pour le leur incriminer. Voyez-vous? Alors, c'est immonde. C'est un pouvoir inique, cynique. Voyez-vous? Et on ne peut pas continuer avec un pouvoir qui utilise le terrorisme d'État permanent, qui utilise des violences policières, la barbarie, où les jeunes gens sont assassinés cruellement sans que les auteurs de ces assassinats soient traduits en justice. Voyez-vous, derrière votre dos, vous avez l'image des prisonniers politiques. Regardez tous les prisonniers d'opinion qui sont embastillés. Le peuple est muselé. Vous pensez que c'est une démocratie là-bas ou c'est une dictature? Et d'ailleurs, quand on appelle le Congo de dictature, il s'en défend. Vous avez aussi parlé de nouveaux gouvernements. Mais qu'a-t-il dit le Premier ministre au sujet des prisonniers politiques et donc de Jean-Marie Michel Mokoko? C'est criard, c'est scandaleux pour un chef de gouvernement. Il dit que non, ce sont des prisonniers de droit commun. Donc Jean-Marie Michel Mokoko, vous abordez, oui. Donc Jean-Marie Michel Mokoko a volé un bœuf et donc il se retrouve, il écope de 20 ans de prison parce qu'il aura volé un bœuf. Alors voyez, c'est inimaginable. Voyez-vous, le peuple congolais est en colère par rapport à ça. Et il dit non. Jean-Marie Michel Mokoko n'a jamais demandé à ceux qui disent qu'il est là. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko est content d'être dans le trou. Non, nous, en tant que défenseurs de Jean-Marie Michel Mokoko et des sans-voix, nous allons le dénoncer haut et fort et nous l'abandonnerons jamais. Mais au fait, pendant que vous abordez la question, Francis Moketo, Anatole Koliné-Makosso, vous l'avez rappelé tout à l'heure, a dit que il n'a jamais demandé à quelqu'un de défendre sa cause depuis qu'il est en prison. Ceux qui le font, c'est parce qu'ils veulent se faire voir. Et comment vous êtes arrivé d'ailleurs, à vous organiser en mouvement pour agir, pour défendre bien entendu les idéaux de Jean-Marie Michel Mokoko? Question de répondre un peu à Anatole Koliné-Makosso. Mais je pense qu'il n'est pas ignorant de voir que depuis 20 ans, depuis que le général Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir par les armes, que la diaspora est mobilisée, que les forces vives de la diaspora, ceux-là qui rêvent une restauration de la démocratie, ceux-là qui souhaitent une alternance politique, mais pas ethnique, pas une alternance politique ethnique, c'est-à-dire qu'une ethnie remplace une autre, une vraie alternance politique idéologique. Malheureusement, voyez-vous que de hold-up à hold-up, c'est le serpent qui se mord la queue. Et on n'arrive jamais
à une alternance démocratique. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'il lui manque de la ressource, puisqu'il va repêcher les ministres qui ont été largués pour leur donner des emplois fictifs et qu'il touche des millions et des millions pour alourdir la dette publique. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que la diaspora est organisée depuis 20 ans. Donc, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et Jean-Marie Michel Mokoko et les pro-mokokoïstes ont pris fait et cause de Jean-Marie Michel Mokoko dès 2016. Est-ce que Anatole Collinet n'a jamais vu des manifestants à Paris depuis 1997, date à laquelle le général Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir? S'il est aveugle, alors je pense qu'il faudra lui donner des lunettes pour qu'il remonte les réseaux sociaux pour voir que finalement, la cause du peuple congolais est bien défendue par cette diaspora politique. Alors lui-même, il vient dans les médias des réseaux sociaux. Je l'ai vu une fois sur Ziana TV. Donc il connaît bien le positionnement de la diaspora qui essaie de dénoncer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'activistes qui parlent de la situation sociopolitique catastrophique du Congo. Donc, s'il est myope, ben, écoutez, il faut lui donner les lunettes. Donc, je vais dans le même sens avec Jean-Paul Ebega. Je vous arrive, donc, monsieur Benoît Youlou, tout à l'heure. Alors, Jean-Paul Ebega, est-ce il fallait avoir, est-ce qu'il était nécessaire d'avoir un mandat de Jean-Marie Michel Mokoko pour défendre ses idéaux? C'est là la question. Je vais embrayer sur ce que mon frère Francis a déjà tenu comme propos. Vous voyez, M. Collinet Makosso, juriste de formation, magistrat de son État, il a tenu ses propos quand il était porte-parole de M. Sassou, candidat aux élections présidentielles de mars 2021. Et aujourd'hui, M. Collinet Makosso a été nommé Premier ministre. Il avait dit précisément ceci: ceux qui prétendent défendre la cause de Jean-Marie Michel Mokoko ne lui rendent pas service, parce que lui-même ne leur a jamais demandé de défendre ainsi sa cause. Et il dit qu'on ne lui rend pas service. Et donc, il doit avoir, il détient certainement une information. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il sait bien que le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un président, un leader politique qui a prôné un idéal partagé par un grand nombre de Congolais. Donc, il y a des gens qui sont derrière le général Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce que pour que ces derniers s'expriment au nom de leur leader, ils doivent attendre qu'il y ait des directives données par ce leader qui, en ce moment, se trouve dans un trou enfoncé par le système actuel qui est en train de gérer le pays? Vous voyez des paradoxes de ce genre pour un compatriote, monsieur Collinet Makosso, qui est juriste. Le frère Francis qui m'a précédé a montré combien de fois le procès organisé contre le général Mokoko était un procès inique, stalien, un procès qui se repose sur une cassette, une cassette qui était un montage de toutes pièces avec des armes qui ont été présentées comme quoi il y a eu atteinte à la sûreté de l'État. Et ces armes, on connaît bien les numéros matricules, ces armes qui appartiennent à l'armée congolaise, puisqu'après tout, nous sommes tous des Congolais, il y en a qui ont fait le métier des armes, donc à partir des références, ils peuvent savoir que telle arme a appartenu à tel corps de notre armée, a été fabriquée par telle entreprise à l'étranger, est arrivée en Afrique à telle date. Il y a d'autres armes qui sont passées même par des pays africains pour arriver au Congo. Ce sont les armes de notre armée régulière, que ce soit les armes présentées lors du procès de Jean-Marie Michel Mokoko, que ce soit les armes présentées lors du procès de Kombi Salissa. Aucun chef de corps de notre armée n'a révélé qu'il y a eu disparition d'armes dans les soutes de notre armée. D'où viennent donc ces armes-là que l'on présente au dernier moment Non, nous ne voulons pas que notre pays soit mis à feu pour rien. Il faut qu'ils reconnaissent que ce sont des méthodes qui appartiennent au passé, quand le Congo était encore sous-développé avec très peu d'intellectuels. Aujourd'hui, tout le monde sait tout et un grand nombre de Congolais savent bien que ces armes-là n'appartiennent pas à ceux pour lesquels le pouvoir voulait montrer comme détenteurs pour pouvoir faire un coup d'État. Et donc, il faut que Monsieur Collinet Makosso, en tant que juriste, moi je crains qu'il ne soit un danger pour la démocratie dans notre pays. Et il se targue d'avoir été nommé Premier ministre juste parce qu'il va constituer cette espèce de connexion entre
deux générations, la génération née avant les indépendances et la génération qui se retrouve là après les indépendances. C'est le seul mérite, malheureusement, c'est ce que j'ai compris. Apparemment, c'est le seul mérite qu'il a pour avoir été nommé Premier ministre. C'est bien malheureux. Et s'il appartient à cette jeune génération avec cette compréhension des notions politiques, c'est un drame pour l'avenir de notre pays. Vous voyez, c'est vraiment malheureux de sa part. Et nous allons le voir à l'épreuve. Mais de toutes les façons, le gouvernement, le frère Francis et le frère Yulo l'ont dit, c'est un non-événement pour le MPA parce que nous savons qu'ils n'iront nulle part. Ils reviendront, ils vont revenir à la raison parce qu'après tout, la raison, c'est celle que détient le peuple. Oui, monsieur Youlou, vous ne rendez pas service au général Jean-Marie Michel Mokoko en défendant sa cause. Mais c'est un tort, malheureusement, vous savez, on peut emprisonner un homme, mais on ne peut pas emprisonner ses idées. Et à partir de ce moment-là, tout est établi. Le général Mokoko est détenteur d'un idéal. Il est rentré en connexion avec le peuple qui a derrière cet idéal-là. Et le peuple n'a pas besoin d'attendre un signal fort du général Mokoko pour faire prévaloir ce qu'il considère, lui, comme un droit. Voilà pourquoi, justement, nous, on n'a pas besoin d'attendre un ordre émanant de celui qui est privé de liberté, de celui qui a su démontrer qu'il est prêt à l'ultime sacrifice, au péril de sa vie. On n'a pas besoin d'attendre qu'il nous donne un signal fort. Il a déjà fait. Il a tout fait, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous avons repris justement cet idéal. Et à partir de ce moment-là, nous défendons justement cette cause-là. Vous savez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, quand les idées juste pénètrent les masses, elles deviennent une force susceptible de déplacer les montagnes. Convaincu de cet idéal-là, le peuple congolais, sachant qu'il a affaire à un Moïse, il faut le défendre. Sinon, ce serait trahison. Ce serait trahison. Et nous avons une mission, c'est de ne pas le trahir. Et nous mènerons à terme cet idéal-là. Parce que nous savons que c'est le salut. C'est le salut du peuple congolais. Personne d'autre actuellement, à la lecture du paysage politique congolais, personne ne pourra faire en sorte que le pays se redresse. Nous sommes dans le chaos, nous sommes dans un marasme économique. Nous vivons une crise multidimensionnelle, indescriptible. À partir de ce moment-là, il y a un recours, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et il n'a pas besoin d'ordre pour faire en sorte que les gens se ressaisissent et prennent en compte ce qu'ils vivent. Mais enfin, c'est le quotidien, nous le vivons tous les jours. Nous voyons les gens au niveau de l'aviation, ils sont en grève. Les gens, des salaires impayés au niveau de la fonction publique, au niveau des pensions. Les gens qui, enfin, il y a ce qu'on appelle la notion du service fait. Les gens, quand ils sont travaillés, il faut nécessairement payer les pensions. Ils ont cotisé pour. Et voilà, du jour au lendemain, les pensions sont inexistantes alors que ces gens ont cotisé. Qu'est devenu justement ces cotisations? Et on n'a pas parlé des fonds souverains. Que sont devenus ces fonds souverains? Le général Jean-Marie Michel Mokoko, il n'a pas besoin de donner un ordre pour que nous agissons. Nous agissons parce que nous sommes suffisamment mûrs et en homme éclairé, nous défendons ces valeurs-là. Toujours le volet politique. Ça concerne évidemment le dossier de Guy Brice Parfait Kolela. Vous en êtes, je crois, informé. Et une information a circulé comme quoi son inhumation devrait avoir lieu le 11 juin prochain, bien entendu, en France. Mais dans le même temps, il y a un autre bruit qui a commencé à circuler, je crois, depuis hier, pour dire que finalement, c'est une décision qui risque d'être mise en cause parce qu'une partie de la famille ne souhaite pas qu'il soit inhumé le 11 juin prochain. Qu'à cela ne tienne, ma question envers le MPA, le Mouvement pour Agir, c'est juste de savoir quel impact a le décès de Guy Brice Parfait Kolela, comme tout le monde le sait, est décédé en plein processus électoral de la présidentielle de mars dernier. Je voulais juste dire que, voyez-vous le niveau de bâillonnement du peuple congolais. Un candidat combien éminent comme Guy Brice Parfait Kolela, qui décède pendant le processus électoral. Pendant son décès, il y a des gens qui sabrent du champagne, qui fêtent. Et donc, on ne parle même pas de cette situation au Congo-Brazzaville. Guy Brice Parfait Kolela arrivait deuxième selon les résultats à la soviétique du régime de Sassou Nguesso. Guy Brice Parfait Kolela est décédé, soi-disant, pendant son transfert
dans un avion médicalisé douteux et qui devait faire 2 arrêts pour s'approvisionner en kérosène. Et soi-disant que cet avion est arrivé avec Guy Brice Parfait Kolela, qui décède sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Aussitôt, une enquête est lancée sur les conclusions de l'acte de décès, puisque la mort de Guy Brice Parfait Kolela a été contestée par les avocats. Donc, des autopsies ont été demandées, des contre-autopsies ont été demandées, et à ce jour, les résultats de la contre-autopsie n'est toujours pas revenu. Comment enterrer une personnalité politique qui puisait un redoutable opposant à la politique du général Denis Sassou Nguesso meurt comme ça sous silence? Je parle du silence au niveau congolais, au niveau de l'intérieur, au niveau de la diaspora. Vous avez vu la mobilisation de la jeunesse diasporique à ce sujet. Et donc, on ne peut pas passer outre un fait comme ça, un fait majeur, qui aurait pu même conduire à l'annulation de cette élection, si effectivement ceux de Yuki avaient brandi le chiffon rouge, le drapeau rouge, en demandant l'application de l'article 70. Mais en tant que démocrate, Guy Brice Parfait Kolela, avant de fermer les yeux, dans son lit de mort, a laissé un testament criard. On a appelé au peuple d'aller voter et de se battre. Voyez-vous, celui qui demande à se battre contre un régime tyrannique qui ne dit pas son nom a légué un testament à la postérité. Battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Sinon, mon combat n'aura servi à rien. Levez-vous. Voyez-vous, c'est un message philosophique très fort. On peut disserter sur la portée du message, de l'héritage de Guy Brice Parfait Kolela pendant des heures et pendant des jours. Vous voyez le niveau où la tyrannie de Brazzaville est arrivée. Et donc, on ne peut pas laisser cela. La diaspora demande la vérité et la justice pour Parfait Kolela. Alors, si la famille de Parfait Kolela ou l'épouse et les enfants veulent que Parfait Kolela aille se reposer en paix, mais que cette famille respecte la volonté de la diaspora qui accompagne le leader. Voilà encore un homme qui a arrimé autour de son projet politique une jeunesse. Vous avez vu en image la mobilisation et le rassemblement des jeunes autour du projet de Parfait Kolela. Et donc on ne peut pas laisser cela. Et je pense que la famille a bien compris le bien fondé de ne pas enterrer précipitamment Guy Brice Parfait Kolela en attendant les résultats des contre-autopsies du collège des experts qui examinent justement les prélèvements faits sur les restes mortuaires de Guy Brice Parfait Kolela. Il y a anguille sous roche, il faut savoir, parce que si Guy Brice Parfait Kolela était décédé de Covid, on ne devait même pas manipuler son corps. Alors que la communication autour de sa mort était couverte de cette fausse information que Guy Brice Parfait Kolela avait été atteint du Covid. Mais s'il avait été atteint du Covid pendant la campagne, mais tout ce qui était autour de lui aurait été contaminé. À ce jour, personne de son équipe de campagne n'avait été inquiété par cette maladie. Donc voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut aller jusqu'au bout de la procédure. C'est pas parce que il y a des corps. Hein, le père Tshisekedi est resté pendant des années à Bruxelles sans être enterré. Donc on n'est plus à 2 jours près. Je pense que tout le monde doit attendre le verdict sur la mort de Guy Brice Parfait Kolela avant que nous l'accompagnions vers sa dernière demeure. Alors, quel impact, disais-je, politiquement parlant, du décès de Guy Brice Parfait Kolela? Je crois que les autres peuvent prendre aussi la parole, non? Combien Paco aurait participé aux élections que nous considérons comme étant un non-événement, le MPA, futur parti, on ne saurait être insensible, sinon indifférent à ce drame d'assassinat politique. J'insiste sur le mot, assassinat politique, car il faut appeler les choses par leur nom. Fait majeur qui aurait pu conduire à l'annulation en s'appuyant sur l'article 70. Mais hélas, tout a été balayé d'un revers de main
mais nous attachons au testament philosophique de Paco, comme on l'appelle communément. Le testament philosophique de Paco invite la nation, la jeunesse congolaise à prendre ses responsabilités pour l'avenir. Sinon, ce serait confisquer, ce serait mettre à mal l'avenir de cette jeunesse. Et à partir de ce moment-là, malgré nos divergences de point de vue, il y a convergence. Au niveau du MPA, nous entendons nous battre pour l'avenir de ce peuple, pour les principes, pour les droits fondamentaux qui ont été confisqués. Et Paco, justement, a démontré au dernier moment qu'il s'était ressaisi et il prenait fait et cause pour l'avenir du peuple. À partir de ce moment-là, nous entendons justement accompagner Paco dans ce testament philosophique pour que nous mettions à mal cette satrapie qui entend se maintenir avec des manœuvres qui tendent dès demain à nous créer une utopie qui consiste à créer une dynastie de père en fils. Merci. Alors Jean-Paul Ebenga, la mort de Guy Brice Parfait Kolela, quelle interprétation faites-vous donc de cette indifférence du pouvoir de Brazzaville face à cet événement malheureux? Vous voyez comment est-ce que mes deux prédécesseurs dans un état de gens très interpellés par ce que notre pays vit, ce que notre pays a vécu par rapport au décès de Guy Brice Parfait Kolela, ce compatriote qui était candidat aux élections présidentielles, donc un futur président, parce qu'il pouvait avoir la chance, et nous savons tous qu'il avait la chance de devenir président dans notre pays, que l'on perd dans ces conditions-là, dans un moment très particulier. Et là, on se rend compte que le deuxième pouvoir politique dans notre pays, la justice, qui au lieu de prendre ses responsabilités, malheureusement a fait piètre figure, parce qu'on pouvait bien prendre en compte l'article 70 de notre Constitution et de l'appliquer. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Et moi, par rapport à mon âge, je peux vous dire que j'ai connu ce qu'a été ce qu'on a appelé la révolution congolaise, et on savait que cette révolution dévorait les Congolais. La révolution congolaise dévorait ses fils. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire de telle sorte que la démocratie soit instaurée dans notre pays. Mais nous constatons que cette démocratie est en train d'exterminer les Congolais. La démocratie est en train d'exterminer les Congolais. Et quelque part, ce qui est étonnant, c'est que nous semblons percevoir que c'est cette même équipe qui a commencé depuis très longtemps à dévorer les Congolais pendant la Révolution, continue à exterminer les Congolais pendant l'instauration de la démocratie. Et c'est ça ce qui est dangereux et qui assombrit l'avenir du Congo, qui devrait être un avenir radieux. Donc, essayons de prendre les choses en compte, soyons sérieux. Notre pays, ce petit pays de 342 000 km² avec 4 à 5 millions maximum d'habitants, ne devait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Prenons le courage. Faisons de telle sorte qu'aujourd'hui, les gens comprennent que incarcérer les compatriotes parce que tout simplement, ils ont des opinions différentes des vôtres. Par exemple, dans le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko, dont nous demandons la libération, qu'est-ce qu'il a eu à commettre comme erreur? C'est tout simplement à être précurseur. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais se rendent compte de la nécessité, de l'utilité d'avoir même un ministère qui devra s'occuper des antivaleurs, ce que le général Mokoko avait relevé. Et c'est tout simplement par rapport à cela qu'aujourd'hui, il se trouve au fond d'un trou. Donc, vous voyez, les gens qui sont des attardés et qui malheureusement sont à la tête de notre pays et ils croient nous donner des orientations à suivre. Que nous demandons avec exigence la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko et de tous les détenus politiques, de tous les détenus d'opinion, que nous exigeons que le pays soit géré dans les règles de l'art, hein, par rapport à une gestion financière rigoureuse, respectée, et s'il faut même faire face au Fonds monétaire international, nous devons nous présenter devant cette institution avec des sachants congolais pour savoir exactement comment apporter les solutions à ce que tous nous attendons. Juste un dernier mot. Oui, en quelques secondes, s'il vous plaît, Francis Moketo, nous avons déjà dépassé l'heure, allez-y. Oui, c'est-à-dire que
Moi, je voulais juste dire aux Congolais que le général Denis Sassou Nguesso, nous sommes le 5 juin 2021. Le 5 juin 1997, il faisait un coup d'État. Et aujourd'hui, on est toujours à la même place. Tout ça, tous ces milliers de morts, finalement, pour le résultat d'aujourd'hui, alors, c'est chaotique. Sassou Nguesso est toujours empêtré dans sa politique de mensonge, de manipulation de la population et de la corruption des opposants, de l'embastillement des opposants, en train de faire toujours des rétropédalages. J'en appelle à vous pour un éveil, pour un réveil patriotique, pour ne plus que la barbarie routinière, la barbarie policière, les violences policières, les assassinats crapuleux de nos enfants. Le MPA en appelle donc à la responsabilité du souverain primaire pour refuser d'être piétiné et d'être floué au grand jour. Que vive le Congo! Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Jean-Paul, merci Francis, merci Benoît d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs. Et nous reviendrons toujours vers vous pour le décryptage de l'actualité socio-politique du Congo au Brazzaville. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre. Restez donc branchés sur votre canal Keller TV. On se retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre, avec le même plaisir. Merci.